Au sommaire de cette édition, des violences sporadiques ont surgi ces derniers jours en Afrique du Sud, d'abord en pays zoulou, puis à Johannesburg, suscitant l'inquiétude des pouvoirs publics. Après la victoire écrasante du parti du président sortant, les habitants de la capitale éthiopienne Addis Abeba disent espérer que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed pourra assurer la paix. Et puis des hommes armés ont kidnappé ce dimanche un émir et 12 membres de sa famille dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. Vous aurez plus de précisions dans cette édition. Nous sommes lundi et c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle sud-africaine a réexaminé ce lundi la peine de 15 mois de prison ferme qu'elle a infligée à l'ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Les avocats de Zuma avaient écrit mercredi dernier à la Cour pour lui demander de suspendre l'arrestation de l'ancien président afin d'attendre qu'un tribunal puisse statuer sur son incarcération au jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle elle-même ait entendu la demande de révision de sa condamnation par l'ancien président. Entre-temps, Jacob Zuma, 79 ans, s'est constitué prisonnier juste avant l'ultimatum fixé à mercredi minuit. Et le tribunal de Pietermaritzburg a déclaré vendredi que les arguments de Zuma sur son grand âge et les risques pour sa santé de contracter le Covid en prison n'étaient pas étayés. Ce tribunal a reconnu ne pas être compétent pour contester un jugement émanant de la plus haute juridiction. Avant cette décision, la Cour constitutionnelle avait déjà accepté d'entendre les arguments de Zuma et fixé l'audience à ce lundi sans imaginer que ce serait au lendemain de pillages et d'incidents et d'incendies déclenchés en pays zoulou puis à Johannesburg par la nouvelle de son incarcération sur fond de désespoir économique lié au confinement. Jacob Zuma a été condamné pour outrage à justice le 29 juin après plusieurs refus de témoigner devant la commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État sous sa présidence. Comme tout détenu, il peut prétendre à une libération conditionnelle après avoir purgé un quart de sa peine, soit près de 4 mois. On reste en Afrique du Sud où des violences sporadiques ont surgi ces derniers jours, d'abord en pays zoulou, puis à Johannesburg, suscitant l'inquiétude des pouvoirs publics. La police a procédé à 62 arrestations depuis vendredi, 37 dans la province du KwaZulu-Natal et 25 dans les quartiers pauvres de la capitale économique, selon un communiqué publié ce dimanche à la mi-journée. Voitures brûlées, incendies et pillages. Des manifestations de mécontentement ont éclaté en Afrique du Sud dans la foulée de l'incarcération jeudi de l'ancien président Jacob Zuma, condamné pour outrage. Cette agitation intègre le désespoir économique ressenti par une large frange de la population privée d'emploi, alors que le pays subit de nouvelles restrictions liées à une troisième vague meurtrière de la pandémie de coronavirus. Même si la raison de ces manifestations ne semble pas claire pour certains, le président Cyril Ramaphosa a appelé au calme samedi, demandant aux Sud-Africains de s'exprimer dans le cadre de la loi et d'éviter les destructions qui risqueraient de plomber encore l'économie. Dans une banlieue de Johannesburg et dans le township d'Alexandra, les forces de l'ordre sont en état d'alerte sur les principaux axes et points chauds. Rappelons qu'à 79 ans, Jacob Zuma, condamné fin juin, traîne de nombreux scandales de corruption. Mais la figure de l'ancien combattant anti-apartheid reste populaire, notamment dans sa région d'origine, où il incarne les valeurs traditionnelles. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo a rendu visite à son ancien rival, l'ancien président Henri Konan Bédié, chef du principal parti d'opposition, le PDCI. C'était ce week-end. La rencontre était placée sous le signe de la réconciliation. Laurent Gbagbo chez Henri Konan Bédié. Inenvisageable quelques années plus tôt, compte tenu des rivalités entre les deux hommes, le temps a finalement pensé les plaies et rendu possible
ce qui ne l'était pas. L'acte que je pose, comme de voir le président Arikouna Bédié chez lui, est un acte de réconciliation. Et c'est un acte de reconnaissance. Mais trop tôt, cette rencontre dite de réconciliation a pris l'allure d'un meeting politique. Avec le parcours que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ce soit la politique. Donc, assumons, je fais la politique. Nous avons une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes pour nous guider. Il faut se battre pour être du côté de la Constitution. Laurent Gbagbo n'hésitera pas à lancer quelques pierres dans le jardin de Ouattara sans le nommer. Si vous vous battez pour être contre la Constitution, vraiment, nous autres, on ne peut pas vous aider. Quand on parle de la réconciliation, c'est tout ça. La réconciliation, c'est tout ça. Respectez les textes. Respectez les êtres humains. Prenant de plus en plus les habits d'un opposant de premier rang, l'ancien président, pour ceux qui en doutent, ne cache plus du tout ses ambitions politiques. Pour les prochains rendez-vous électoraux qui s'annoncent, sa voix comptera sans doute. Ce journal se poursuit. En Éthiopie, le parti au pouvoir a remporté une large majorité des sièges lors des récentes et cruciales élections parlementaires du 21 juin dernier. L'annonce a été faite ce week-end par le Conseil électoral national d'Éthiopie. Il s'agit là d'un exploit salué par la présidente éthiopienne en personne. À peine les résultats des législatives du 21 juin rendus publics, c'est la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde en personne qui est montée au créneau pour saluer la maturité du peuple éthiopien. Un peuple, dira-t-elle, toujours mobilisé pour la bonne cause en dépit de la crise sanitaire mondiale et de la crise socio-politique dans le nord du pays. 421 sièges sur les 436 sièges disponibles. C'est le jackpot remporté par le parti au pouvoir, le PP, parti de la prospérité. Une large majorité des sièges ouvrant du coup la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Réagissant suite aux résultats, Abiy Ahmed a annoncé que le parti prévoit d'utiliser le mandat électif qui lui a été confié pour se concentrer sur la croissance de l'économie éthiopienne au cours des 5 prochaines années, en particulier dans le secteur agricole. Il sera en outre question, relève-t-il, de s'efforcer à trouver par tous les voies et moyens une solution réelle aux problèmes d'insécurité qui touchent diverses régions du pays. Les élections ayant consacré la victoire du parti de la prospérité n'ont pu se tenir dans 111 circonscriptions électorales. Le Conseil électoral national d'Éthiopie, NEB, prévoit alors d'organiser un second tour dans le reste des circonscriptions électorales, à l'exception de 38 situées dans l'État régional du Tigré, au nord du pays, déchiré par la guerre. Le résultat des élections a accordé au Premier ministre Abiy Ahmed un mandat de 5 ans malgré une guerre qui fait rage dans la région du Tigré, dans le nord du pays. Après la victoire écrasante du parti du président sortant, les habitants de la capitale éthiopienne Addis Abeba disent espérer que le gouvernement du Premier ministre pourra assurer la paix et la stabilité économique. On les suit. በዚህ ሰዓት አገራችን በርካታ አጀንዳዎች ያሉበት ወቅት ላይ L'élection s'est déroulée à un moment où l'agenda est rempli dans notre pays et où les problèmes intérieurs et extérieurs sont nombreux et complexes. Cependant, par rapport à la pression, je dirais que c'est une élection réussie. À partir de maintenant, nous attendons du parti gagnant qu'il mette les choses en pratique. Nous voulons que le coût de la vie diminue. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent améliorer et nous voulons qu'ils y travaillent. D'abord, je veux que notre pays soit en paix. Et ensuite,
Je veux qu'il crée une économie stable. Et puis pour finir cette édition, des hommes armés ont kidnappé ce dimanche un émir et 12 membres de sa famille dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. C'est le dernier incident en date dans cette région en proie aux enlèvements. Les précisions dans ce téléban. Les assaillants ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, située à la périphérie de Kaduna, et ont enlevé l'émir de 83 ans et 12 de ses proches, dont des femmes et des enfants. Une source au sein du palais a indiqué que l'émir avait eu connaissance d'un projet d'enlèvement à son encontre. Il aurait donc convoqué une réunion où il a informé le personnel de sécurité de ce projet le concernant, mais la menace n'aurait pas été prise au sérieux. Il faut dire que l'État de Kaduna est récemment devenu une cible pour les enlèvements contre rançon, visant notamment les étudiants et les voyageurs, mais l'enlèvement de l'émir est une première. Les émirs sont en général vénérés dans le nord du Nigeria pour leur rôle de gardiens de l'islam et des traditions. Même s'ils n'ont pas de rôle constitutionnel, ils jouissent d'une grande influence et ont un rôle important de lien entre la population et le gouvernement. Rappelons que des groupes criminels terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils attaquent des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs. Depuis la fin de l'année dernière, ces bandes armées se sont également tournées vers une autre activité très lucrative, les enlèvements de masse d'écoliers, lycéens ou étudiants. Lundi dernier, une centaine d'enfants ont été enlevés dans une école de l'État de Kaduna. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.